Et si finalement le cinéma était un des outils les plus puissants pour faire changer les choses? T'en penses quoi, toi? Du coup, aujourd'hui, on va parler à trois de cinéma, on va parler de récits, on va parler d'histoire, on va parler de la manière dont le cinéma en fait nous impacte dans la vie de tous les jours. Et je suis trop content de te présenter Jeanne, qui travaille pour Cinécolab, qui travaille justement sur la question des récits et sur les éco-productions. Cinécolab, si tu connais pas, c'est une asso qui rassemble 4 écoles de cinéma et qui vise à repenser le cinéma au regard des enjeux écologiques et sociaux. Ouais, exactement. Et en plus de ça, vous travaillez aussi sur la question des récits. Donc c'est la thématique dont on a envie un peu de te parler aujourd'hui. Et pour commencer, il y a cet auteur Cyril Dion qui a écrit le livre Petit manuel de résistance contemporaine et aussi l'auteur Yuval Noah Harari avec le livre Sapiens qui soutiennent du coup cette idée qu'en fait les récits façonnent nos sociétés et ils sont partout et ça depuis très longtemps. Donc notamment les choses comme la religion, l'argent ou encore l'État sont des constructions de notre imaginaire collectif. Bon, on va parler de tout ça aujourd'hui quoi. Ouais, donc en gros, ces deux personnes ils soutiennent le fait que la religion, l'argent ou encore l'État sont en fait des espèces d'imaginaires collectifs qu'on se partage et qui façonnent notre société. Et du coup ça, on peut le voir aussi à travers les films, mais pas que. On pense par exemple à la publicité quand on parle de l'impact de l'audiovisuel sur nos comportements. La publicité, si ça fonctionnait pas, ça fait longtemps que ça n'existerait plus. Mais on parle rarement de l'impact des films sur nos comportements. Par exemple, est-ce que tu connais l'effet Scully ? Non. En fait, dans les années 90, il y a la série X-Files qui est sortie, qui a eu un succès fou. Peut-être tu connais pas, mais tes parents ils connaissent d'office. Et en gros, dans cette série qui s'appelle X-Files, il y a un personnage qui s'appelle Dana Scully, qui est une éminente scientifique qui fait aussi partie du FBI. Il y a une étude qui a été faite par le Gina Davis Institute aux États-Unis où ils ont remarqué que si tu avais vu la série X-Files, tu avais 50% de chances en plus de faire des études scientifiques. Et il y a 2/3 des femmes qui ont été interviewées qui ont dit que cette série avait été un moteur de choix d'études pour elles. Trop cool. Et donc ça, c'est un effet positif, mais il y a aussi des films qui ont eu des effets dévastateurs sur les comportements. Par exemple, tu connais Birth of a Nation, Naissance d'une nation? C'est américain, non? Ouais, c'est un film qui a été fait par Griffith en 1915, donc début du cinéma. Et dans ce film, c'est un film grosso modo giga raciste. C'est l'époque où le Ku Klux Klan avait quasiment disparu, mais ce film a relancé l'existence de ce groupe de gros racistes. On estime que après que ce film soit sorti, il y a 1/4 de la population américaine qui l'a vu 10 ans après sa sortie, ce qui est énormissime. Et en gros, donc, le KKK existait presque plus et ce film a vraiment relancé son existence. Il y a eu un boom d'assassinats et de viols contre la population noire américaine à l'époque. Et aussi le mouvement de résistance qui s'appelle la NAACP a doublé ses membres. Ils sont passés de 5 000 à 10 000 tellement ce qui s'est passé était giga violent. Et le pire, c'est que en fait, le KKK a repris les images du film comme logo. Donc le cavalier, vous voyez sûrement ce cavalier avec une croix en feu qui a été repris comme le symbole du KKK, ça vient du film de Griffith. Wow. Donc terrible comme conséquence. Ouais, c'est ouf, mais ça me fait penser justement à une thématique que je traite dans les cours ou dans le travail que je fais tous les jours, c'est les fameux récits dystopiques. Et en fait, on voit qu'il y a énormément de films aujourd'hui qui sont dystopiques. Donc la dystopie, globalement, c'est un monde où tout se passe mal, ou en tout cas les technologies ou les choses autour de nous, ça part un peu en couille, quoi. On peut le dire comme ça, peut-être. Bon, en tout cas, ça se passe pas bien pour une grosse partie de l'humanité. Et j'avoue que moi, c'est un peu comme ça que je le vois aussi, c'est que, en fait, les films dystopiques, ils ont vraiment une tendance à nous faire croire et donc à peut-être même nous orienter vers le fait que on va vers une catastrophe aussi. Donc c'est hyper dur de s'imaginer autrement que dans un scénario à la Mad Max ou à la Hunger Games au final. Et en plus c'est ouf que on est tous capables d'imaginer qu'en 2050 il y a des zombies qui courent partout et que ce soit l'apocalypse, mais moi j'ai pas de film où j'imagine 2050 où chacun a un petit potager partagé, qu'on est tous bien entre voisins et qu'on a sauvé la planète. J'ai pas. Ouais, c'est vraiment compliqué et je trouve que soit c'est complètement utopiste et alors on a l'impression qu'on n'arrive pas à y adhérer, soit c'est complètement dystopique parce que peut-être qu'on n'est pas obligé de tous avoir des petits potagers en 2050, peut-être qu'il y aurait un bon mix à avoir entre la technologie, tu vois, et la nature. Mais même ça, c'est compliqué de se l'imaginer. Et d'ailleurs, en parlant de Hunger Games, il y a un concept qui s'appelle les prophéties autoréalisatrices qui a été théorisé en 1948 par Robert Merton. C'est un sociologue et c'est hyper intéressant parce qu'en gros, ça matérialise notre pensée dans le réel. Donc en gros, plus on croit en quelque chose,
plus on agit en conséquence et plus il y a des chances que ça devienne réel, quoi. Et pour te donner l'exemple concret, en gros, après la sortie du film Hunger Games, il y a eu un pic d'inscription des jeunes filles au tir à l'arc. Et on a vu la même chose avec le film Karate Kid avec les garçons. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les prophéties autorisatrices, c'est à quel point ça va influencer la société après. Et je trouve ça impressionnant, l'exemple que tu as donné, mais il y en a plein d'autres, à quel point le cinéma, au final, ça a impliqué nos comportements et parfois à échelle collective sur des milliers de personnes, quoi, tu vois. Ouais, de ouf. Comme le jeu de la dame aussi, il y a eu des pics d'inscription aux échecs. Ouais. Là, avec les exemples que tu cites, on remarque qu'il y a vraiment eu un impact quantifiable sur nos comportements, mais combien de films ont changé nos comportements sans même qu'on s'en aperçoive? Il y a dû en avoir plein, en fait. Il y a dû en avoir plein. Et en fait, le cinéma a même utilisé à des fins politiques assumées. Par exemple, je pense à l'exemple du plan Marshall, ce fameux plan qui a visé à refinancer l'Europe après la Deuxième Guerre mondiale. En fait, donc, au moment de la négociation des termes du plan Marshall, les États-Unis ont négocié des accords qui s'appellent Bloom and Burns, qui ont permis d'enlever les quotas sur la diffusion de films américains sur le territoire européen. Ce qui a permis une arrivée massive du cinéma américain en Europe, et ce qui explique pourquoi je portais des t-shirts I Love New York et des ballerines avec le drapeau américain quand j'avais 12 ans. Et aussi pourquoi on a vu des films Faut sauver le soldat Ryan et pas sauver le soldat Dimitrov, quoi. Exactement. Donc on a une conception dans notre imaginaire que c'est les Américains qui ont le plus participé à l'effort de guerre, alors que dans les chiffres on est à 11 millions de soldats russes morts sur le front européen contre 180 000 soldats américains. Et c'était carrément assumé, c'était pas du tout un secret. Le président de la Chambre du commerce à l'époque a dit devant son assemblée que c'était une bataille contre le communisme. Donc c'était vraiment une bataille culturelle assumée. Il a dit une arme contre le communisme même. Tout ça a permis d'amener en Europe le American Dream, ou le American Way of Life, de manière très prégnante. Et du coup, c'est ça qui a influencé en grande partie nos comportements aujourd'hui ultra-consuméristes. Tout à fait. Et du pas do it yourself, mais du... Self-made man. Ouais, un peu ce truc-là. Mais les États-Unis sont évidemment pas les seuls responsables de l'arrivée de ces idées en Europe, mais ils y ont quand même fortement contribué. Et depuis tout à l'heure, on parle un petit peu de l'impact des récits et des imaginaires, mais en réalité, le cinéma, c'est quand même ça pollue de ouf, non? Enfin, il y a quand même des films, j'imagine, des trucs genre Fast and Furious, ça doit polluer de ouf, non? Le cinéma, ça pollue de ouf. Puis le cinéma, c'est aussi un moyen de médiatiser certaines luttes. Je sais pas si, quand t'étais ado, t'as vu Une vérité qui dérange. Non? J'ai raté ma vie. Home de Yann Oui, Home, Bertrand. ça m'a marqué ce film. J'étais en humanité, en fait. Et ça peut-être c'était le début de ta conscience écologique. Franchement, ça a été un des premiers. C'était mon prof de géo, monsieur Le Chat, qui m'a montré ça. Big up à monsieur Le Chat. Ouais, big up monsieur Le Chat. Parce qu'en fait, il y a certains films qui ont pu aussi faire naître une conscience écologique chez certaines personnes. Et on pense aussi à des films comme Avatar, qui ont vraiment pu participer à cet éveil. Ce qui est assez paradoxal en termes d'éco-production, parce que Avatar, on parle d'éco-production pour quantifier la manière dont un film a été produit, de manière écologique ou non. Et là, Avatar, en l'occurrence, c'est pas top. Non. Ils ont mis 4 ans à tourner le film, ils ont été à Hawaï, en Nouvelle-Zélande. Ils ont fait des studios avec des trucs de malade, des effets numériques de zinzin. Enfin, vous imaginez bien que c'était pas hyper sobre comme truc. Donc des fois, il peut y avoir un paradoxe entre le fond et la forme. Ouais, ce que je trouve dingue quand même, c'est le moment dans Avatar où donc tu sais, elle met la seringue dans l'arbre et elle dit voilà, les arbres communiquent entre eux, machin, etc. Ouais. En fait, ça existe sur Terre, ça. Ça s'appelle le mycélium et donc c'est une espèce de sous-branche de la famille des champignons qui connecte les arbres entre eux. Et en gros, les arbres sur Terre ici peuvent s'envoyer des nutriments par ce fameux mycélium qui est une espèce de réseau comme le Wi-Fi des plantes, quoi. Et je trouve ça dingue parce qu'il a fallu attendre des films comme ça qui sont en fait considérés comme de la fiction pour qu'en fait que le grand public se rende compte que ça existe vraiment et qu'il y ait une prise de conscience par rapport à ça. À fond. Et il y a je sais pas si tu connais le biologiste Olivier Hamon. Ouais, de nom un petit peu. Trop stylé parce que lui, il a vraiment une analyse de nos sociétés à travers sa casquette de biologiste et son analyse du vivant. Il parle du concept de robustesse sur lequel je te conseille trop de te renseigner si ça te dit rien. Mais en gros, son point, c'est que le vivant, pour être le plus robuste possible, est à l'opposé de la performance.
Mais du coup, pour revenir un petit peu à la question de l'impact écologique, parce que je pense que c'est quand même important que tu comprennes et que moi aussi, parce que tu es un petit peu plus experte là-dessus que moi. Aujourd'hui, ça pollue combien? Ça pollue de ouf en fait ce domaine, le cinéma. Est-ce que tu as des exemples, quelques exemples de films? Ouais, ça pollue de ouf. On estime par exemple qu'un film fait en France, c'est 200 tonnes de CO2. Donc tu sais que la consommation annuelle d'une personne, c'est à peu près 10 tonnes de CO2 en France. Donc c'est l'équivalent de 20 ans de consommation annuelle pour faire un film en France. Un épisode d'une série tournée à Paris, c'est 35 tonnes de CO2. Donc la consommation d'un ou d'une Française pendant 3 ans et demi. C'est massif. Ouais. Après, en fait, le film le plus écologique, c'est le film qu'on fait pas. Donc à un moment, si tu décides de faire une dépense carbone pour faire un film, c'est que tu estimes qu'il a le mérite d'exister, et c'est là où, selon moi, il faut réfléchir à qu'est-ce qui a le mérite d'exister. Est-ce que c'est encore ok de faire des films où on valorise, on glamourise à fond les courses de voitures, les courses-poursuites, les explosions de 60 mètres de haut. Genre Oppenheimer, l'explosion qui est faite, elle fait 60 mètres de haut sans aucun effet spécial. Donc ça a décimé les écosystèmes aux alentours. Et des exemples de films comme ça qui ont pollué de ouf, il y en a plein. Apocalypse Now, ils ont brûlé la forêt avec 4500 litres d'essence. Quoi? Ouais, il n'y a pas d'effets spéciaux dans le... Ils ont brûlé une forêt pour le film. Ils ont brûlé la forêt, sans pression. J'avais entendu parler d'un exemple avec des chauves-souris. Oui. Vous avez buté des milliers de chauves-souris là, c'est quoi ça? Ouais, ça c'est dans Expendables 2. En gros, ils ont tourné en Bulgarie et ils ont tué 25 000 chauves-souris dans une grotte protégée. Parce que ça allait pas trop dans le plan en fait, il y a des petits trucs qui volent, donc il faut qu'on peut juste supprimer ça. Ouais. Donc ok, donc on est sur ce niveau-là de d'actualité. J'avais entendu un autre truc, après on clôture sur ce sujet. Ils avaient tracté une île pour un bazar ou ouais, un truc. Pour le film Waterworld, ils ont tracté une île dans le Pacifique ou l'Atlantique, je sais plus. Une île artificielle pour le film, et ils ont amené tous les décors par Boeing. Logique. Logique, bah oui. Voilà. Quoi de meilleur comme idée? Aller tourner une scène de 5 minutes à l'autre bout du monde. Et en plus, il faut aller avec toute l'équipe de tournage. Mais bien sûr. Ah oui, bien sûr. Ouais. Et pour préparer cette conversation, je me suis renseignée un peu sur combien de films sortaient dans le monde. Il se trouve qu'il y a un film par heure qui sort dans le monde. Il y a 8750 films qui en sont sortis sur toute l'année 2022. Ce qui est énorme en fait. Ouais, donc on rappelle 200 tonnes pour un film, du coup ça veut dire que chaque heure il y a 200 tonnes qui ont été produites pour produire un film, et au final même pour produire quoi? Parce qu'en fait on raconte quoi dans tous ces films? Et ben tristement on raconte à peu près tout le temps la même chose. C'est genre quoi du coup? Ben, par exemple, sur la dernière sélection du Festival de Cannes l'année dernière, il y avait un panel de 32 longs métrages qui étaient présentés, et il y a l'Observatoire des Imaginaires, dont tu vas dire un petit mot après, j'imagine, qui a conclu que l'entièreté des personnages des films, à une exception près, avaient des outils numériques. Donc tout le monde, il y a 85% qui ont un ordi et un téléphone, et 51% qui ont un ordi, un téléphone et une télé. C'est intéressant. Du coup, en parlant de ça, en gros, on va t'expliquer un truc, ça s'appelle l'Observatoire des Imaginaires. Et c'est hyper stylé parce qu'en gros, ça dresse un peu un état des lieux des représentations écologiques dans les films. Du coup, chaque personne peut aller sur ce site et tu remplis un formulaire. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que tu peux donc voir comment l'écologie est perçue dans les films. Et ce que je trouvais intéressant, c'est que les films les plus classiques, en gros, qu'on a quasiment toutes et tous la même perception de ces films. Donc ça prouve bien que ça a un impact sur notre manière de voir le monde ou de voir les films, quoi. De ouf. Et en fait, aussi, ce qui est fou, c'est que on n'arrive pas à sortir de ce qui a été déjà fait. Ça fait une centaine d'années qu'on fait du cinéma, et pour autant, on n'arrive pas à sortir des canevas qu'on a créés. Et en fait, on remarque qu'on peine à sortir des imaginaires qu'on a déjà produits dans les films précédents. Par exemple, en 75, il y a le film Les Dents de la Mer qui est sorti. Et ce film, il a déjà traumatisé une génération ou deux, ou trois. De personnes par rapport à leur peur des requins. Ce qui est trop intéressant aussi, c'est qu'ils ont sorti une centaine de films par rapport aux requins par la suite, et dans la quasi-totalité de ces films, les requins étaient représentés comme des requins mangeurs d'hommes. Donc en fait, ça biaise complètement notre perception des requins, ça a créé une peur des requins, et ça continue au fait qu'on les massacre aujourd'hui, alors que globalement, il y a très peu d'attaques contre les hommes en réalité. Ouais. Quoi. Spielberg s'est même excusé publiquement
d'avoir complètement condamné la sauvegarde des requins à cause de son film. Et il a créé à lui seul un genre de film, on appelle les films de requins. Par exemple, Sharknado fait partie de ce genre de truc. Film qui a dû consommer énormément pour qu'est-ce qui est transmis dans ce film, je ne sais pas. Ouais, justement, en parlant de ce scope dans lequel on est, en fait, de ces imaginaires qui sont toujours les mêmes, qui sont véhiculés dans les films, il y a un auteur que j'adore, c'est le premier livre sur ma petite pile, de Rob Hopkins, qui s'appelle « Et si on libérait notre imagination pour créer le futur que nous voulons ?» Et en fait, cet auteur, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit qu'on est dans une crise de l'imagination. En fait, l'imagination, c'est comme un muscle, et en fait, on n'est pas du tout en train de l'utiliser, on n'est pas du tout en train de l'entraîner pour imaginer des futurs souhaitables et désirables, en fait. Il y a aussi cette consultante en nouveau récit, Yasmina Auburtin, qui dit « C'est plus facile d'imaginer la fin du monde ou l'apocalypse qu'un futur souhaitable et désirable. » D'ailleurs, en parlant de ça, on sort un tout petit peu du scope, mais un petit moment de publicité pour Imagine 2050, qui est une assoce qui fait vraiment un boulot de dingue. Et si ce sujet t'intéresse, ils ont créé un MOOC, donc en gros c'est un cours en ligne de 1 heure, un peu plus d'1 heure et demie, où tu découvres tout sur les imaginaires et tout, c'est super bien fait. Mais du coup, en parlant de donner envie et de ces imaginaires, il y a aussi le mot de la sobriété. Je trouve que c'est un mot qui fait peur, qui donne pas envie et qui aujourd'hui fait pas du tout rêver en fait. Et en fait, c'est hyper important qu'on arrive à redorer l'image de mots comme ça dans le cinéma, qu'on arrive à glamouriser, comme on disait au début, le fait de faire un potager chez soi, le fait d'avoir un compost. C'est des petites choses où le cinéma peut vraiment avoir un impact. Il faut qu'on revalorise aussi tous les co-bénéfices de la sobriété. En fait, dans les films, on peut parler du fait que la qualité de vie serait meilleure, que l'air serait meilleur. Et le normaliser, en fait. Ouais, de rendre enviable un monde durable et sobre. Alors que là, c'est pas du tout le cas. Quand on parle de sobriété, on imagine des zadistes à pieds nus, hyper dangereux. C'est vraiment pas ça qu'on veut transmettre. Donc le but, c'est vraiment de redorer l'image de la sobriété et de l'écologie et de ringardiser tous des comportements qui seraient écocidaires, d'arrêter de trouver ça stylé. Pour qualifier, le terme d'écocidaire, c'est donc tous des comportements qui sont pas compatibles avec les limites planétaires, donc en fait les équilibres écologiques de la planète et les planchers sociaux, donc en fait acheter de la fast fashion qui va avoir de l'impact sur les environnements mais aussi sur des esclaves modernes à l'autre bout du monde, quoi. Donc ce qui est important, c'est qu'on retrouve vraiment une nouvelle place à l'écologie dans nos scénarios. Justement, en parlant de ça, il y a le documentaire Demain qui est sorti en 2015 et qui a vraiment fait une onde de choc en France mais aussi en Europe. D'ailleurs, il a été diffusé dans une trentaine de pays, il a fait des millions d'entrées. Il a d'ailleurs aussi eu le César du meilleur documentaire en 2016. Et c'est vraiment le premier documentaire qui a arrêté de montrer que des aspects catastrophistes du futur ou même du présent, de la crise écologique, qui a montré des solutions à travers le monde. Et moi, personnellement, il m'a marqué ce film. D'ailleurs, ça a été le début aussi de la prise de conscience pour moi et qui m'a vraiment motivé sur la question des nouveaux récits. Donc là, on remarque que l'efficacité du cinéma comme un outil pour faire changer les choses est super évidente, mais que parfois la mise en œuvre peut poser question. Par exemple, c'est assez difficile de sortir d'un public conquis. Quand on fait des films qui parlent d'écologie, ça parle pas à tout le monde. En général, ça s'adresse un peu à un public de niche. Donc il y a un vrai enjeu, en fait, de sortir des marges et de s'adresser à tout le monde quand on parle d'écologie. Ça amène aussi des questions de tabou, de la liberté créative, de censure. Est-ce qu'à un moment, il faut limiter l'écriture de scènes écocidaires ? Est-ce que c'est de la censure ? Est-ce qu'on a le droit de faire ça ? C'est des questionnements qui ont l'air d'être posés. Et puis qui le fait ? Qui pourrait interdire des scripts ? Et est-ce que ces scripts, au final, n'ont pas un énorme impact ? Je me rappelle, mais je pense qu'on s'est d'ailleurs rencontrés là-bas, à l'événement des Shifters à Bruxelles sur la culture, qui disait qu'en gros la phase de création d'un événement par exemple culturel était gigantesque en termes de CO2, parce qu'en fait si dans ta phase de création, donc dans ton script pour un film, mais dans ta création pour une scène de théâtre, si tu as imaginé toute une scène de dingue hyper polluante, fatalement ça va avoir des énormes impacts, donc c'est difficilement quantifiable, mais voilà, la question se pose de qui peut en fait interdire ça, et est-ce qu'à un moment on se mettrait pas autour de la table pour au moins ne serait-ce que déjà faire une espèce de première charte Et dans les gens qui travaillent sur le cinéma éco-responsable, la réponse qu'on apporte à ça, sur est-ce que ça limite la liberté d'expression,
C'est non. Pourquoi ? Parce que, comme on le disait tout à l'heure, on est déjà conditionné par rapport aux imaginaires qu'on a vécus. Donc en fait, on n'est pas en train de plus limiter la créativité que ce qu'elle n'est déjà brimée par nos œillères qu'on a déjà. Deuxièmement, en fait, ça doit être vu comme une limite au même titre qu'une limite budgétaire. Il n'y a aucun souci à dire à un réalisateur écoute, cette tour Eiffel dans le studio, ça va pas être possible parce qu'on n'a pas la thune. Il faudrait à un moment qu'on puisse dire écoute, cette tour Eiffel dans le studio, ça va pas être possible parce qu'on n'a pas l'empreinte carbone nécessaire, on n'a pas les ressources. Quoi, comme si tu mettais en fait un espèce de quota par film, en fonction de la grandeur du film, tu pourrais dire, ben voilà, vous avez droit à, je sais pas, 12 tonnes au lieu de 35. Oui, c'est ça. Là, on explose le bilan prévisionnel, sorry, on va pas pouvoir faire ça, et ça s'arrête là en fait. Et troisièmement, il y a un truc où il faut se rendre compte que les mœurs évoluent vachement. Par exemple, dans les années 70, c'était super ok de faire une pub de chauffage avec une femme très très nue. Aujourd'hui, ça passe plus du tout. J'espère que dans 10-20 ans, ce sera plus du tout ok de faire des courses de voitures qui font du drift sur un parking juste pour se la péter. Ouais. Et surtout qu'aujourd'hui, c'est quand même globalement le récit dominant et pas l'inverse. Mais pour une note un peu positive, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est la série Sex Education pour son aspect d'ouverture d'esprit sur les questions sexuelles, d'éducation et tout. Mais en réalité, il y a un truc qui est passé assez inaperçu, c'est que les héros-héroïnes de l'histoire, pour la plupart, vont en vélo à l'école. C'est hyper normalisé en fait, et d'ailleurs dans la toute dernière série, ils parlent un peu plus de l'écologie, il y a du tri, il y a des gourdes, il y a des choses comme ça. C'est des détails dans le film en fait, mais c'est normalisé et je trouve que c'est vraiment cool qu'ils aient réussi à le faire quoi. De ouf, et ce qui est très cool aussi, c'est que à l'inverse, une des personnages un peu pétasses, je sais plus comment elle s'appelle, Olivia non, oui, ceux qui viennent, les populaires un peu qui viennent en bagnole. Là, ils viennent en bagnole, et du coup c'est pas... Mais elle, à ce moment-là de la série, elle est vachement... délaissée, enfin ça se voit que c'est la populaire qui est devenue loser. Ah, c'est ça. Elle arrive en voiture à l'école et du coup c'est pas du tout stylé. Ah ouais, c'est ça. Et ça je trouve ça trop bien parce qu'en effet ça dénigre un mode de transport qui est super polluant et c'est important de le faire ça aussi quoi. À l'inverse, ouais, c'est drôle. Ouais. Donc par rapport à ce qu'on disait, c'est aussi important de comprendre que toute cette question des nouveaux récits, c'est pas une nouvelle manière de penser absolument à suivre comme la nouvelle Bible ou le truc comme ça. Ouais, c'est juste une manière de décloisonner, de le voir comme une nouvelle manière d'être créatif et pas comme une loi à suivre à tout prix. Et cette écologie, elle n'est pas obligée de tabasser, d'être hyper prégnante, elle peut aussi juste exister dans les conversations. Par exemple, dans Simple comme Sylvain, il y a un moment, il y a des conversations, des bribes de conversations où il parle de la crise climatique. Ça peut aussi exister juste dans le rapport avec la nature, par exemple dans Le règne animal. C'est quelque chose qui est là, qui existe, du rapport humain-nature. C'est aussi une manière de parler d'écologie dans les scénarios. Troisièmement, ça peut aussi être utilisé à des fins dramaturgiques. Donc par exemple, je m'explique, dans Lupin, je sais pas si tu as vu la série Lupin. Ouais. Et ben il y a un moment où il est devant la pyramide du Louvre et il est avec sa voiture comme ça et il prend en filature quelqu'un et il y a la police qui arrive et donc nous on se dit en tant que spectateur ou spectatrice on se dit il va se faire coincer. Il va se faire coincer, ouais, le mec qui attend dans sa voiture. Exactement, et donc la police lui dit baissez votre vitre et là elle lui dit monsieur votre moteur est allumé. Et donc là coup de génie parce que c'est très malin de faire ça parce que à la fois ça sert le récit parce que le spectateur se dit oh, il va se faire coincer et non, donc ça sert ce qui est raconté et à la fois paf ça place un petit enjeu écologique dans parce qu'il lui dit coupez votre moteur, la planète, machin. C'est ça. Ouais. C'est trop fort. En parlant de justement comment c'est représenté dans les films, il y a des étudiants de l'IEX qui ont créé un site web qui s'appelle Luna pour lunettes nature et qui permet justement de voir un petit peu comment l'écologie est représentée mais plus dans les films d'animation. Luna, c'est nous. Une équipe de 6 étudiants et étudiantes passionnés, profondément préoccupés par les questions climatiques, qui travaillons sur ce projet depuis plus d'1 an. Et après des mois de travail acharné et de longues réunions, nous avons développé le tout premier outil interactif pour analyser les représentations de la nature dans les films d'animation. Ouais, c'est comme, en parlant de grille d'analyse de la lecture de comment un film est créé,
Il y a aussi le test de Bechdel pour des enjeux plus féministes, mais finalement c'est la même chose quand on parle d'écologie et de féminisme. En fait, toutes les luttes sociales convergent, ça s'appelle la convergence des luttes. Le test de Bechdel, c'est un test qui quantifie la place des femmes dans les films. Par exemple, quand il y a, donc c'est composé de 3 questions. La première, c'est est-ce qu'il y a 2 femmes qui ont un prénom ? La deuxième, c'est est-ce qu'elles parlent entre elles ? Et la troisième, c'est d'autres choses que d'un homme. Si c'est pas le cas, si les 3 réponses sont non, alors le film passe pas le test de Bechdel. Et il y a un nombre hallucinant de films qui passent pas le test de Bechdel. C'est ouf. Mais il y a un autre test, donc plus axé vraiment écologie à ce moment-là, qui s'appelle le Planet Test. Et donc là, c'est pareil, il y a 3 questions auxquelles à chaque fois il faut que ça réponde oui. Donc le premier, c'est est-ce que l'œuvre parle du monde naturel, donc en gros de l'écologie qui existe. Le deuxième, c'est est-ce que les comportements pas bons pour l'écologie sont représentés comme tels, donc est-ce qu'on comprend que c'est pas bon. Et le troisième, c'est est-ce qu'au moins un des personnages essaye de rendre le monde meilleur. Donc tu peux essayer de faire le test si tu veux avec ton prochain film en faisant les 2 tests, quoi. Et ça veut pas du tout dire qu'un film est qualitatif ou non, c'est juste pour se situer sur comment on parle des femmes, comment on parle de la nature, comment on parle de X cause. C'est juste vraiment une façon d'analyser le propos. Ouais, et puis ça me fait penser quand même à un truc, parce que c'est pas parce que du coup un film a ces enjeux-là que c'est un bon film, ou qu'à l'inverse, un film où tout se passe mal, que c'est un bon film. Ça me fait penser en fait à un pote quand je parlais de toute cette discussion qu'on avait ensemble par rapport aux films dystopiques, etc. Moi, parfois j'ai du mal à comprendre pourquoi les gens aiment autant ce style de film. Et donc j'avais ces discussions, et puis lui il m'a dit mais en fait un film où tout se passe bien c'est nul, quoi. Donc c'est pour ça qu'on crée 99% de films dystopiques ou apocalyptiques quand on pense du futur. Donc je sais pas ce que tu en penses de ça. Est-ce qu'un film a d'office besoin qu'il y ait des trucs horribles qui se passent pour la planète et les humains pour que ce soit un bon film ou pas ? Mais c'est vrai que moi, pour avoir fait une des études de cinéma, on nous apprend que pour créer un récit, il faut qu'il y ait un conflit quand on écrit un scénario. Mais je pense que c'est une vision très occidentale de la manière de faire un film. Il y a des films qui n'ont pas forcément de conflit. Je pense par exemple à Mon voisin Totoro de Miyazaki. C'est un film où il n'y a pas de conflit. C'est juste... c'est une belle histoire, quoi. Il n'y a pas de conflit intérieur ni externe. Il y a aussi Avalonia où il n'y a pas d'antagoniste. C'est un Disney ou un Pixar, je sais plus, enfin un film d'animation en tout cas. Il n'y a pas vraiment d'antagoniste dans ce film, c'est un genre de fable un peu épique où ils sont à la recherche de quelque chose. Et donc il y a différentes manières de faire des films aussi qui sont innovantes. Oui, et puis comme je disais tout à l'heure avec finalement avec le film Sex Education ou la série, moi c'est plutôt justement comme ça que je le vois, c'est que les relations entre les personnages peuvent être dramatiques, donc peut se passer un peu des dramas, tu vois, à l'école, etc. Mais le contexte dans lequel l'histoire se passe est un contexte, par exemple, où ils franchissent pas les limites planétaires, où les comportements écologiques sont normalisés, où les comportements d'égalité, d'équité sont respectés. Moi, c'est ça que j'estime qui serait un bon film pour le futur. Et ça pourrait être cool, quoi. Ouais, et à la fois, par rapport à ce que tu dis, qu'il peut y avoir des dramas entre personnages, il y a aussi un enjeu sur c'est quoi la nature de ces dramas. Par exemple, si c'est de la compétition, c'est peut-être pas souhaitable en termes de nouveaux récits. Peut-être que ça peut plus être des enjeux de solidarité, de coopération, de partage. Je suis sûre qu'il y a moyen de faire des récits où en fait la quête du personnage est une quête qui... est souhaitable par rapport aux limites planétaires et qui n'est pas réussi, regagner un max de fric, la vengeance. Enfin, je pense qu'il y a plein de choses qui peuvent être écrites différemment. C'est aussi important de préciser que c'est pas parce qu'on fait des nouveaux récits et qu'on raconte différemment les choses qui se passent dans les films que ça va suffire à changer la face du monde. C'est pas parce qu'on fait des potagers collectifs dans les films que Monsanto va se dire j'arrête les OGM, que le directeur de Chine va se dire pouah, la fast fashion c'est de la merde, ou que Bolloré va se dire j'adore les médias indépendants. Ouais. C'est juste un moyen parmi d'autres qui est complémentaire à d'autres types de luttes. C'est important de multiplier les moyens d'action pour changer les choses. On a besoin de gens modérés, on a besoin de gens radicaux, on a besoin de gens qui marchent pour le climat, on a besoin de gens qui sabotent des pipelines. Il y a besoin de tout le monde en fait pour que le monde change. Et c'est important de ne pas se taper les uns sur les autres parce que c'est pas assez ou que c'est trop. Il y a besoin de gens qui fonctionnent dans le système et de gens qui fonctionnent hors du système. C'est vraiment important de tout avoir.
Ouais, complètement. Je trouve que c'est trop chouette que on finisse un peu là-dessus parce que nous ici, moi je me considère un peu comme un créatif, mais tu l'es probablement plus que moi. Donc on a besoin de gens qui font de la recherche, qui écrivent des bouquins. Ici, l'idée c'était de vous montrer un petit peu l'impact final des récits à travers les films, d'essayer de vous montrer que ça nous influence dans notre vie de tous les jours et que pour l'instant, en tout cas dans ce domaine-là, il n'y a pas énormément de gens qui ont travaillé ça, surtout d'un point de vue des fictions. Et comme on t'a dit tout à l'heure, si tu veux, il y a le formulaire donc sur le fameux Observatoire des imaginaires et donc tu peux aller remplir le dernier film que tu as vu et regarder comment les personnages se situaient par rapport à l'écologie, au féminisme et à d'autres luttes sociales et environnementales. Donc c'est super chouette à faire et puis n'hésite surtout pas à le mettre en commentaire. Le dernier film que tu as vu, comment tu t'es senti, à quel point tu as l'impression que ça a eu de l'impact peut-être dans ta vie, c'est chouette aussi. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, c'est hyper important pour nous, ça nous soutient. À aller voir notre Tipeee aussi. Et puis merci à toute l'équipe qui rend ça possible. Merci à toi Jeanne. Merci à toi. Pour cette conversation un peu informelle, c'était cool. Moi j'ai appris des trucs et puis j'espère que tu t'es senti proche de nous quand même dans ce format un petit peu plus différent. Et on se revoit peut-être pour une autre vidéo bientôt. Avec plaisir.